Salut à tous, c'est Bloodfear. Il y a quelques mois de ça, j'avais sorti cette vidéo. Et comment dire, vous êtes pas mal à l'avoir appréciée. Du coup, j'ai décidé de vous faire une deuxième partie, avec encore une fois 5 nouveaux mangas à vous présenter. Encore une fois, ce top est évidemment subjectif, mais ce sont 5 mangas que je trouve extrêmement intéressants et qui mériteraient selon moi plus de visibilité. D'ailleurs, si mon contenu te plaît, n'hésite pas à like la vidéo, à t'abonner et à me rejoindre sur Instagram, car beaucoup de choses vont arriver dans les prochaines semaines. Je le dis rarement, mais c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, qui est gratuit et qui prend très peu de temps, alors si vous pouviez prendre un peu de temps pour le faire, ça serait vraiment super de votre part. D'autant plus que je vous fais parfois gagner des mangas totalement gratuitement sur Instagram. Vous avez juste à être abonné, donc c'est tout bénef pour vous. Bref, sur ce, je ne fais pas plus durer le suspense, et on se retrouve avec la vidéo. Le premier manga que je vais vous présenter est un manga que je porte vraiment dans mon cœur, puisqu'il a été pendant longtemps mon manga préféré. Avant que je ne découvre SNK et que je me tape la saison 3 puis la suite en scan. Lisez SNK, bordel. Si vous me connaissez, vous savez déjà de quel manga il s'agit, c'est tout simplement Alice in Borderland. C'est un shonen terminé au Japon comme en France avec 18 volumes qui est scénarisé par Asu Haro. En France, on peut le retrouver aux éditions Delcourt Tonkam au prix de 6,99€ le tome. Cependant, certains volumes sont devenus un petit peu rares et comment dire, ils cotent un peu quoi, mais il me semble qu'une réédition a été prévue par Delcourt Tonkam, je sais pas du tout si je dis des conneries, mais il me semble avoir vu passer ça un jour, donc confirmez-moi ça en commentaire, mais en tout cas ça sera une bonne occasion pour vous de vous lancer sur cette série. Ryorei Alice est ce qu'on appelle un échec de la société. Il ne fait rien de sa vie, ne réussit pas dans ses études et est constamment critiqué par son entourage. Mais personnellement, il s'en fiche et veut rester dans le monde insouciant de l'enfance. Il est en quelque sorte atteint du syndrome de Peter Pan. Avec ses amis Shota et Karube, ils imaginent un monde meilleur et tentent d'oublier que demain arrivera pour les tirer de leur rêverie. Cependant, un soir, d'étranges feux d'artifice les emmènent dans un autre monde. Les voilà transportés dans un Japon post-apocalyptique. Et l'euphorie laisse bien vite place à la peur quand ils se rendent compte que ce monde est plus dangereux que ce qu'ils ne croient. Car dans ce monde appelé Borderland, ils vont devoir survivre à des jeux meurtriers. À Borderland, chaque être humain possède un visa avec un certain nombre de jours à vivre, et pour faire augmenter ce visa, ils vont être obligés de participer à ces jeux mortels. Et alors là, vous allez me dire, comment fait le manga pour se renouveler avec quand même 18 volumes et seulement la thématique des jeux meurtriers? Eh bien c'est très simple, dans Borderland, chaque jeu est présenté par une carte. Le pic correspond au jeu physique, le carreau au jeu d'intelligence, le trèfle a un mélange des deux précédents, et le cœur une épreuve psychologique, considérée comme la plus dangereuse de toutes par les autres participants. Le chiffre de la carte, quant à lui, représente la difficulté de l'épreuve, et plus il est élevé, plus il sera difficile de survivre. Cette mécanique assez simple mais intelligente permet au manga de se renouveler constamment dans les jeux qu'il propose, si bien qu'aucune épreuve ne se ressemble et que tout le monde peut y trouver son compte. D'autant plus que les personnages principaux ne sont pas à l'abri d'un tragique sort. Mais il en faut plus que ça pour faire un bon manga, et laissez-moi vous dire pourquoi ce survival game est tout simplement le meilleur que j'ai pu lire à ce jour. L'histoire de Alice in Borderland gravite autour d'une question, pourquoi vivons-nous ? Alice est un protagoniste qui ne fait rien de sa vie, est constamment rabaissé par sa famille et dépassé par la société. Beaucoup de personnes peuvent s'identifier à lui, tant le personnage semble vrai et a de vraies réflexions que tout le monde a déjà eues dans sa vie. Mais arrivé à Borderland, Alice va devoir se battre pour survivre et il va mûrir, trouver l'amour et devenir une personne qui prend ses responsabilités. Le personnage évolue constamment à mesure que l'histoire avance, si bien que le Alice du tome 18 n'a vraiment rien à voir avec celui du tome 1. Alice in Borderland, en plus d'être un survival game très prenant avec des personnages très vrais et attachants, c'est aussi un manga qui fait une métaphore de la vie et du passage à l'âge adulte. Le manga fait réfléchir sur plein de sujets intéressants, le fait de grandir, l'amour, le fait de prendre ses responsabilités, ou encore l'amitié. Et le tout centré autour de la grande question du manga, pourquoi vivons-nous? Une question qui aura pu créer un des meilleurs tomes de manga que j'ai pu lire de toute ma vie, le tome 18 et tome final de la série, qui traite cette question avec une grande intelligence et qui apporte une conclusion juste magnifique à la série. Au niveau des dessins, même s'ils sont assez irréguliers et classiques en ce qui concerne les personnages au début, ils vont vite évoluer et laisser place à quelque chose de plus soigné. Et en ce qui concerne les arrière-plans et les détails de chaque case, on peut dire que c'est un sans faute. Les dessins sont riches et certaines cases sont vraiment magnifiques. Si vous ne connaissez pas encore ce manga, je ne peux que vous le conseiller tant il m'a marqué et transforme le genre des survival games. Le prochain manga que je vais vous présenter est quant à lui assez récent puisqu'il s'agit de Jagan. Jagan est un seinen paru l'année dernière en France et l'auteur n'est autre que Kaneshiro Muneyuki, l'auteur du manga entre autres
Bah Blue Lock les gars, il faut suivre, il faut regarder les vidéos. Il compte pour le moment 11 volumes en cours au Japon, et en France, on peut le retrouver avec 10 volumes chez Kazé au prix de 7,99 €. Shintaro Jagasaki est un policier de quartier vivant une vie ennuyeuse et qui s'imagine tirer sur tous ceux qui l'énervent. Suite à la pluie de grenouilles qui a déferlé sur la ville, certains humains commencent à perdre la raison, devenant des monstres à l'image de leurs désirs. Ils sont appelés les détraqués. Choisi par l'étrange chouette Doku, Shintaro va devenir Jagan, un semi-détraqué à la gâchette facile. Semi-détraqué parce qu'en fait c'est un détraqué, mais il arrive à se contrôler. Voilà. Jagan, c'est un manga vraiment énervé à ne pas mettre entre toutes les mains. L'univers est glauque, malsain, extrêmement gore, mais en même temps très loufoque et décalé. Si bien qu'en résumant le volume 1, je risque de passer pour un gros détraqué mental. Jagan, détraqué, vous avez la ref? Sans déconner, on a rarement vu plus what the fuck que les débuts de Jagan en termes de manga. Les humains sont transformés en monstres, utilisant leurs sentiments et remords les plus enfouis comme source de puissance, et Jagasaki, lui, arrive à contrôler son pouvoir et est accompagné d'une chouette qui parle et qui mange les grenouilles qui prennent possession du corps des gens quand Jagasaki les massacre. Puis elle lui chie une petite boule de crotte qu'il est obligé de sniffer pour ne pas perdre le contrôle de son pouvoir et devenir un détraqué. Quand je vous disais qu'on était sur quelque chose de bien what the fuck et sale. Le personnage de Jagasaki est extrêmement intéressant, le mec n'est vraiment pas tout rose et est même au début un anti-héros. C'est un policier qui est complètement frustré de sa vie et puis qui du jour au lendemain va recevoir un pouvoir qui lui permet de tuer des gens. Et croyez-moi, Jagasaki va n'avoir aucun remords à tuer les détraqués. Pire que ça, ce changement de vie brutal va l'éclater et il va complètement prendre son pied. Son évolution au fil des tomes est extrêmement intéressante, si bien que beaucoup de personnes peuvent se retrouver en lui tant il a des réflexions qui sont beaucoup plus humaines et normales que la plupart des personnages de manga. Mais au-delà de ce côté gore et what the fuck, Jagan, c'est un manga qui pousse la réflexion sur la société et l'humain en général. Et toutes ces thématiques s'intensifient tome après tome. Le manga centre son scénario sur les sentiments humains et comment la société peut nous pousser à refouler notre véritable nature afin d'être bien vu et reconnu. Jagan présente une société d'humains frustrés et se cachant derrière de faux sourires tout en réprimant leurs réels sentiments. Tous les problèmes de la société sont illustrés et traités de manière très intelligente. Et le manga arrive à te faire réfléchir sur énormément de sujets, notamment la notion de bien et de mal qui a été parfaitement illustrée dans le tome 7, qui est pour moi le meilleur volume sorti à ce jour tant il est criant de vérité et est extrêmement bien écrit. J'ai vu certains reprocher le côté fanservice de l'œuvre car l'auteur n'hésite pas à dessiner des scènes de sexe souvent très peu censurées. Mais étant donné que le manga traite la société, la nature et les sentiments de l'homme, je trouve cela totalement normal qu'il aborde ce thème-là. D'autant plus que ces scènes-là, dans Jagan, ne sont pas du tout du pur fanservice, et ont toutes un message ou une critique à faire passer. Rien n'est laissé au hasard. Concernant les dessins, on est encore une fois sur du très beau, voire même du magnifique. Les émotions humaines sont retranscrites à merveille, et les dessins sont soignés, expressifs et terriblement dynamiques. Certaines doubles pages sont vraiment un pur bonheur pour les yeux. Jagan, c'est à la fois un manga gore et what the fuck qui va réussir à te divertir avec des scènes d'action juste magnifiques, mais également un manga qui va te faire réfléchir sur la société et la nature de l'homme. Le manga suivant est sans doute le manga le plus connu de cette sélection, puisqu'il a eu le droit à 2 adaptations animées. Il s'agit de Ajin. C'est un seinen qui compte pour le moment 16 volumes en cours au Japon et a pour scénariste Miura Tsuina, qui est entre autres le scénariste du manga Sky High Survival. Chez nous, on peut retrouver le manga Ajin aux éditions Glénat avec pour le moment 15 volumes en cours et au prix de 7,60 €. Renversé par un camion en rentrant de l'école, le jeune Kei meurt sur le coup. Mais quelques instants plus tard, il ressuscite mystérieusement. Dès lors, sa vie de lycéen bascule, et une étrange organisation gouvernementale tente par tous les moyens de le capturer afin de mener des expériences scientifiques sur lui. Rapidement, il apprend qu'il n'est pas le seul à être dans cette situation périlleuse, et qui semble être un de ces êtres que les gens nomment Ajin. Personne ne sait exactement comment ils sont apparus, ni pourquoi ils existent, mais les services spéciaux du gouvernement sont prêts à user de tous les moyens pour le découvrir. Car à leurs yeux, rien n'est plus dangereux pour l'humanité qu'un être immortel. Comme vous avez pu le constater, le scénario de Ajin repose sur de solides bases classiques et déjà vues. Mais le gros, voire même l'énorme point fort de Ajin, c'est sans aucun doute ses personnages. Les personnages de Ajin sont tous extrêmement profonds et crédibles. Car dans Ajin, il n'y a pas vraiment de méchants, et il n'y a pas vraiment d'héros non plus. Chacun se bat pour ses idéaux, sa vision du monde et sa tranquillité. Les antagonistes, comme les protagonistes, ont tantôt des réflexions de héros, tantôt des réflexions d'anti-héros. Ils recherchent tous un idéal, et pour y arriver, ils sont prêts à commettre les pires saloperies. Des personnages comme ça dans Ajin, on en a des dizaines, à commencer par Kei, le personnage principal, ou encore Tosaki, qui passe d'un personnage complètement détestable à un personnage auquel on arrive à s'attacher et à comprendre. Prenons Sato par exemple. À première vue, on dirait un mélange entre un français et Pierre dans Pokémon. Alors que Sato, c'est sûrement un de mes antagonistes préférés, tout manga confondu. L'histoire va énormément tourner autour de lui. Sato en a marre que les Ajin soient chassés et persécutés, et il va donc vouloir mettre en place un plan visant à montrer la supériorité des Ajin, afin de faire peur au gouvernement et qu'ils puissent enfin vivre une vie tranquille.
Enfin ça, c'est ce qu'il nous laisse croire au début, car la psychologie du personnage est beaucoup plus complexe que ça, mais je vous laisserai le découvrir en lisant le manga. Sato ne reculera jamais pour assouvir ses plans, enchaînant les attaques terroristes sur le Japon, et rien ne semble l'arrêter. Le mec est juste beaucoup trop puissant et intelligent, si bien que tome après tome, et malgré toutes les tentatives de nos personnages, il semble totalement inarrêtable. Et là où Ajin est également très intéressant, c'est dans le concept même des Ajin, car il s'agit ici de jouer avec son propre corps. Les Ajin étant immortels, ils n'hésiteront pas à se mutiler, voire même à se suicider quand cela est nécessaire. Et cela nous permet de nous poser des questions sur notre rapport avec le corps. La vie n'a tout simplement pas le même sens pour eux, car ils ne peuvent tout simplement pas mourir. Que devient alors un monde où la vie n'a plus aucune valeur? Dans Ajin est souvent posée une question. Si on coupe la tête d'un Ajin, celle-ci va certes repousser, mais est-ce toujours la même personne? Qui est mort et qui est réellement vivant? Et puis finalement dans Ajin, qui sont les plus humains? Les Ajin, êtres immortels mais dont la plupart des représentants ne souhaitent que vivre une vie normale? Ou les services gouvernementaux, prêts à tout pour les capturer et les étudier? Finalement, est-ce que ce ne sont pas nos actes plutôt que notre nature qui définissent notre identité et notre humanité? Ajin, c'est un manga vraiment très divertissant et psychologique. J'ai l'impression de beaucoup dire ça dans cette vidéo. Les thèmes abordés sont extrêmement intéressants et les personnages très attachants, antagonistes comme protagonistes. Les dessins quant à eux sont simplement incroyablement réalistes et beaux, et le découpage des cases et la gestion du temps sont magnifiquement bien gérés par l'auteur. Si bien qu'en lisant un tome de Ajin, on a vraiment l'impression de suivre un film. Bref, vous l'aurez compris, je ne peux que vous recommander cette œuvre également. On enchaîne avec le quatrième et avant-dernier manga que je vais vous présenter aujourd'hui, et il s'agit de Magical Girl Sight. Dans la précédente vidéo, je vous avais présenté Magical Girl of the End de Kentaro Sato. Et bien Magical Girl Sight est le deuxième manga de l'auteur. Il s'agit d'un shonen terminé au Japon avec 16 volumes. Et en France, on peut le retrouver aux éditions Akata au prix de 6,99 € et avec pour le moment 14 volumes. Aya Asagiri est une jeune fille malheureuse, harcelée au collège et frappée chez elle où l'attend tous les soirs un frère très violent. Mais une nuit, alors qu'elle pense à se suicider, son ordinateur se connecte à un mystérieux site web sur lequel un étrange personnage lui annonce qu'elle a été choisie pour être une Magical Girl. Elle reçoit alors une baguette magique et va maintenant devoir choisir entre pardonner ou punir ceux qui lui ont fait du mal. Magical Girl Sight, ce n'est pas un manga de Magical Girl comme les autres. Il aborde beaucoup de thèmes violents, comme le harcèlement physique, moral ou sexuel, qu'il se passe dans un milieu scolaire ou familial. Le manga cherche clairement à nous mettre très mal à l'aise dès le début, et honnêtement, c'est réussi. L'entrée en matière est brutale, sanglante, triste, et les personnages ont vraiment l'air désespérés et tous au bord du suicide. Le récit est très bien développé dès le premier tome, et énormément de détails et de questions arrivent très rapidement, ce qui promet une intrigue bien développée. Comme par exemple l'origine de la Tempest. Un compte à rebours visible sur le site Magical Girl Sight annonçant une terrible apocalypse avec un compte à rebours. Ou encore l'origine des administratrices. Que veulent-elles? Pourquoi confient-elles des baguettes aux jeunes filles? Et à quoi servent ces baguettes exactement? Énormément de questions qui amèneront beaucoup de développement et de réponses à l'intrigue comme aux personnages, et qui promet un récit rythmé avec énormément de rebondissements et de révélations. Le rythme de l'œuvre est terriblement fou et dramatique. On n'a jamais le temps de souffler et les personnages s'en prennent plein la gueule tout le temps, si bien que le moindre de tes problèmes peut passer comme être complètement insignifiant à côté des leurs. Sans déconner, dans ce manga, les personnages ont une interdiction formelle d'être heureux plus de 5 pages. Et dès qu'un événement joyeux arrive, tu peux être sûr que 3 pages plus tard, ça va être la merde. Mais plus que tout, Magical Girl Sight expose beaucoup de réalités sociales. Le harcèlement sexuel, le harcèlement moral, le favoritisme, la pression sociale, ce sont tous des thèmes qui sont traités dans Magical Girl Sight. Tous les personnages représentent et dénoncent quelque chose. Kaname par exemple montre les dangers de la pression psychologique et sociale. C'est un personnage extrêmement narcissique, violent et complètement dérangé mentalement à cause de la pression psychologique exercée par ses parents. Nijimin, elle, représente les dangers de la notoriété. C'est une idole complètement obsédée par le pouvoir qu'elle a obtenu grâce à sa notoriété qui l'a rendue complètement imbue d'elle-même. Et des personnages comme ça dans Magical Girl Sight, on en a toute une ribambelle. Ce sont des personnages dérangés psychologiquement et représentant tous une réalité sociale, un sentiment ou une facette de l'homme de manière très exagérée. Ce qui accentue encore une fois le côté très sombre du manga, bien que ce soit tourné de manière complètement irréaliste et exagérée. Magical Girl Sight, c'est un manga avec un rythme effréné, des personnages plus que malheureux et énormément de retournements de situation et de rebondissements qu'on ne voit absolument pas venir. Ce qui rend le récit toujours plus prenant et intéressant chapitre après chapitre. Le récit et les personnages sont complets et je n'ai qu'une hâte découvrir la fin de cette pépite.
Pour terminer ce top 5, j'avais envie de vous parler d'un manga assez spécial. Déjà parce que je suis sûr que 99% des gens qui regardent cette vidéo n'en auront strictement jamais entendu parler, mais également parce que je sais qu'il est assez controversé. Ce manga, c'est Dystopiary, scénarisé par Sanga Fumikata et dessiné par Telmin. C'est un seinen d'action fantasy qui est terminé en 5 volumes et qu'on peut retrouver en France aux éditions Pika et au prix de 7,50 €. Un héros n'est rien sans ses compagnons. Combattant, mage onirique, cuisinier, pilote, alchimiste. Dans cet univers, les classes sont déterminées dès la naissance. Celle d'exterminateur comporte à la fois les plus puissants et les pires des héros. Et l'heure est venue pour ces exterminateurs de partir en expédition afin de rassembler des compagnons qui leur permettront d'abattre le 23e roi du mal. J'avais envie de vous parler de ce manga en dernier, déjà parce que la vidéo est beaucoup trop longue, et en plus parce que je sais que je vais passer assez vite sur celui-là. Et je me doute également que certains vont l'adorer comme d'autres vont le détester. Dystopiary, c'est un manga impossible à résumer, tant je vous spoilerais absolument toute l'œuvre si je le faisais. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'on est face à un manga de fantasy assez basique quand on regarde le synopsis. Mais ne vous fiez absolument pas à ça, car le manga va tout simplement prendre à revers tous les codes du genre. Dans Dystopiary, finit le pouvoir de l'amitié, et finit le héros qui est certain d'atteindre son objectif, car dans Dystopiary, rien ne va se passer comme vous le pensiez. Honnêtement, quand j'ai lu le tome 1 et le dernier volume, je m'attendais à tout sauf à ça. Si bien que je comprends totalement pourquoi certains ne vont pas du tout apprécier l'œuvre. Dystopiary porte bien son nom, ce monde est une dystopie totale. Personne ne choisit qui il veut devenir et qui il veut être. Tout est établi dès la naissance. Et dans Dystopiary, tu peux très bien naître dans une famille totalement normale et pourtant naître en tant que nouveau roi du mal que les héros doivent exterminer. Malgré tous ces points que je trouve personnellement positifs, il faut avouer que la fin est un petit peu bâclée et rushée. Le manga aurait sûrement dû faire un peu plus de tomes et c'est vraiment dommage. Ce manga est extrêmement original et intéressant dans sa manière d'aborder les genres et les personnages. Je vous le conseille fortement si vous êtes fan de fantasy et que vous cherchez un manga qui change du tout au tout comparé aux autres mangas de ce genre-là. Car croyez-moi, avec Dystopiary, dès le tome 1, absolument tous les codes vont être cassés. Voilà, c'est fini pour cette vidéo, merci infiniment de l'avoir regardé jusqu'au bout et j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu ces mangas et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à me dire si vous, personnellement, vous auriez un top 5 à me recommander. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos, c'était Bloodfear, à plus tout le monde.